Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. C'est maintenant le 15e Rezaïn numéro 15 et aujourd'hui je suis très heureux d'être accompagné d'Asia. Salut Asia. Salut Alexis, salut tout le monde. Je suis ravie également d'être avec toi, avec ce binôme. Ça va être super. Eh bien, écoute, moi aussi, puisque la semaine dernière, Delphine a fait un podcast en solo, donc je suis très heureux de me remettre derrière le micro et avec toi pour aborder aujourd'hui un sujet pas simple dans la transition entre la carrière, on va dire, académique, PhD, postdoc, ou même pour ceux qui ont soutenu leur thèse et qui sont actuellement en recherche active de la suite. C'est finalement comment choisir son job dans le privé. C'est vrai que l'éventail des possibilités est très large. En général, on n'a pas forcément la visibilité de tout ce qui est possible d'être fait. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'aborder ce sujet-là. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour vous qui êtes actuellement dans cette situation. Comme d'habitude, on va commencer par la partie actualité. Le premier point qu'on voulait aborder, vous partager, c'est notamment toi, Asia. Tu étais présente la semaine dernière à une journée d'école doctorale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yes, c'était vraiment super. J'ai été invitée par l'association nantaise à Nantes. Donc c'était chouette pour une table ronde que j'ai partagée avec deux autres personnes, dont Mathilde. Vous connaissez peut-être Mathilde, qui est à l'origine de Bien ma Bien thèse, dans Bien ma dans ma thèse, ouais. thèse. Voilà, donc j'ai pu la rencontrer en vrai, c'était super chouette. Il y avait également un autre chercheur. On était 3 pour partager cette table ronde et bien sûr sur le sujet qui est cœur, pour nous, chez Resalience, qui est, l'après-thèse quoi, des opportunités après-thèse. Donc il y avait un chercheur, il y avait Mathilde qui était, alors qui a fait un petit tour dans le privé, qui est retournée en tant que postdoc, et puis moi, j'ai fait, 10 ans en recherche académique avec mes 2 postdocs, et puis actuellement je suis dans le privé, donc j'avais aussi, ces 2 facettes à partager. Donc beaucoup, beaucoup de questions, Alexis. C'est ça qui est génial. Ouais. C'était hyper interactif, il y avait des gens qui connaissaient Resilience, des gens qui découvraient, donc voilà, c'est toujours chouette de participer à ces événements, et clairement, je dis encore une fois, c'est là-bas où on doit y être, hein. C'est là-bas qu'il faut qu'on soit. C'est aller à l'encontre justement de ces doctorants et post-docs, et donc ce qui m'a également touchée, c'est en discutant, c'était de voir qu'effectivement au niveau de la formation, des formations proposées par l'école doc, tout ce qui concerne l'après-thèse, voilà, ils étaient vraiment très, très, très limités. Ils étaient demandeurs d'informations, ils étaient demandeurs de formation. Voilà, je le dis et je l'avais écrit dans un post, je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'agir. Ouais, effectivement, j'avais pu voir ton post et c'est vrai qu'en termes finalement de formation pour les doctorants qui sont proposés, il y a des disparités qui sont assez importantes entre les différentes écoles doctorales. En général, on est très bien formé à continuer dans le monde de la recherche, mais si on veut si on veut partir dans le privé et faire autre chose que de la recherche, c'est là où en général on peut manquer de pas mal d'informations. Les compétences, elles y sont. Encore faut-il en être conscient et savoir les valoriser. Et c'est aussi clairement le but de Resilience. Donc voilà, si vous avez des projets, vous organisez des journées d'école doctorale, écoutez, rentrez en contact avec nous. On peut tout à fait, si le temps et nos disponibilités le permettent, venir participer. Ce sera un vrai plaisir. Euh, Asia, tu veux ajouter Yes. quelque chose Non, là-dessus? après, voilà, au sein de l'asso, on continue à agir comme je disais, à travers du mentoring. Ça marche super bien. Là, je viens de matcher encore, 6 autres couples de mentors mentorés, donc c'est chaud patate et les gens nous remercient. Alors j'ai des phrases du style: «Vous vous rendez pas compte comment vous changez notre vie». C'est juste dingue, hein. C'est juste dingue, Alexis. Voilà, après on continue à faire du coaching aussi, Alexis, hein. On fait du coaching, aussi, donc du coaching vraiment spécial après thèse. Donc n'hésitez pas, si vous avez
avez des besoins, venez en discuter avec nous et puis, on continue à travers notre chaîne YouTube, les interviews et là, le podcast. Je pense que c'est vraiment des sources précieuses et c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens, aux doctorants et postdocs que je rencontre: «Allez-y, c'est gratuit, profitez-en» parce que quand on a des feedbacks du style: «J'ai vu toutes vos vidéos et clairement vous m'avez ouvert les yeux, je sais ce que je veux faire», je dis: «Waouh!» C'est vraiment c'est ça qui nous stimule tous les jours. Ouais, tout à fait, et je reviens juste, effectivement sur les podcasts et notamment le podcast, de la semaine dernière. Donc c'est Delphine, hein, qui a enregistré un podcast, en solo sur le crédit d'impôt recherche et le dispositif Jeune Docteur, qui a connu un peu moins d'enthousiasme que d'habitude en termes de nombre de vues, parce qu'effectivement le sujet est peut-être moins, comment est-ce que je peux dire ça? En tout cas, semble moins apporté par rapport au sujet, qu'on se pose. En revanche, je pense que pour vous, en tant que jeune chercheur, savoir que ce type d'aide existe pour vous et pour les entreprises, des fois les entreprises elles-mêmes n'ont pas forcément, connaissance ou en tout cas ne maîtrisent pas forcément, ces sujets sur le bout des doigts, alors que vous, en tant que futur recrue, les connaître, ça peut aussi vous donner des arguments envers l'entreprise de vous prendre à vous, avec votre profil et pas forcément un autre type de profil. Donc c'est vrai que le fait de savoir qu'une entreprise peut avoir accès à ce type d'aide de l'État peut derrière aussi faciliter votre, alors pas votre candidature, mais en tout cas la prise de décision envers votre profil. Oui, oui, complètement, je rejoins Alexis. Allez-y l'écouter, je l'ai moi-même écouté, c'est hyper instructif et puis, Delphine, elle explique super bien, vraiment un super podcast. C'est vrai que vous avez peut-être vu le sujet, vous avez dit: «Bof», mais en fait hyper instructif. Allez-y, allez-y en tant que jeune chercheur, si vous voulez rejoindre le privé, il faut savoir ce que c'est que le CIR, il faut savoir ce que c'est le faut connaître vos droits et ça aide énormément, comme disait Alexis le jour de l'entretien, d'avoir ces cartes-là à avoir en tête. Et je pense que ça va aider aussi lors de vos entretiens, mine de rien, maîtriser ce genre Bien sûr. de choses qui ne sont pas forcément évidentes. Ça montre aussi quelque part un niveau de détermination, d'enthousiasme. Et ça peut aussi faire la différence par rapport à d'autres candidats qui n'auront pas fait cet effort-là. Ça montre aussi que voilà, vous êtes pleinement engagé dans votre candidature au point de maîtriser des concepts qui ne vous concernent pas directement, mais qui vont plus concerner directement l'entreprise et donc indirectement vous. Mais voilà, en termes de motivation, ça sera aussi largement valorisable lors des entretiens. Absolument. Dernier point qu'on voulait aborder, on en a un peu parlé il y a 15 jours dans un podcast avec Delphine, c'est un événement. On est clairement en réflexion maintenant avancée sur l'organisation d'un événement Résalliance. On a envie de vous rencontrer avec Delphine et Asia. Donc voilà, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. On avance sur le sujet. En termes de timing, je pense que si on peut dire que ce sera, on pense, troisième trimestre de Yes, l'année 2023. yes. Voilà, sur le contenu, pour en dire deux mots, sans rentrer trop dans le détail, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur sur ce type d'événement et finalement faire un peu un condensé de tout ce qu'on raconte dans les podcasts, dans les interviews, que vous puissiez sortir de là avec un maximum de conseils actionnables dès la fin de l'événement pour votre stratégie de recherche d'emploi. J'espère que j'en ai pas trop Je dit. J'en dis pas plus du coup Alexis, j'en dis pas plus. C'est juste C'est- qu'effectivement c'est un événement qui, hein, on est tout excités nous à l'idée de créer cet événement-là, autour d'octobre, voilà. Mais ouais, ouais, on a hâte de vous en parler, donner plus de détails. En tout cas, restez connectés, je pense que ça va vite arriver là, les infos chauds. Ouais, de toute façon, il va C'est falloir chaud. qu'on boucle ça avant de partir en vacances, Yes. d'été. Ok, et ben voilà, très bien pour cette première partie actualité. On va pouvoir enchaîner sur le cœur du sujet Yes. du podcast d'aujourd'hui. Comment choisir son job dans le privé. On est tous passés par là. Vous êtes peut-être actuellement dedans, hein. C'est vrai que on se pose pas mal de questions une fois qu'on a soutenu sa thèse ou pendant la rédaction. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment est-ce que tu aborderais la question, toi, Sia? Maintenant, aujourd'hui, que tu travailles dans une entreprise privée, si avec l'état de connaissances que tu as aujourd'hui,
tu te remettais en position de fin de thèse ou postdoc ou en recherche active d'emploi, qu'est-ce que tu te poserais en premier comme question? Yes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je reprends quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Alexis. Effectivement, le panel des opportunités est très large. Ouais, Surtout, particulièrement pour nous, hein, les sciences de la vie, parce qu'on peut faire plein de types de métiers possibles. C'est pas comme en informatique où bon, bah, tu sais que tu vas faire de l'informatique, voilà, ou peut-être d'autres métiers annexes. Là, sciences de la vie, on a tellement de compétences transversales, on a tellement d'opportunités possibles dans plein de types de métiers que forcément ça donne un peu le vertige. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, en mode: «Je me sens complètement perdue». J'en ai une encore très récemment qui m'a dit, voilà: je suis perdue, je me sens pas bien, je suis en fin de thèse». Ça peut créer de l'anxiété et là, première chose que j'ai envie de vous dire, premier conseil, voilà, il faut éviter ce gros stress, cette anxiété parce que c'est pas ça qui vraiment, ça va vous freiner plus qu'autre chose dans votre réflexion. Donc relativiser dans le sens où aujourd'hui, il y en a tellement aujourd'hui qui ont fait cette transition, qui occupent plein de postes, dans le privé et qui ont de très, très belles carrières. Donc juste connectez-vous et regardez le panel des gens, les profils, venez voir nos interviews, franchement ça rassure et 2e chose, voilà, moi j'ai envie de dire également, i on peut pas le trouver à votre place le job, il faut déjà savoir ce que vous aimez, q tu vois? Savoir ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez pas du tout envie de faire et c'est pour ça, Alexis, tu disais se poser les bonnes questions. C'est carrément ça. Avant de foncer à refaire son CV, foncer à postuler parce qu'on est pressé et on a peur du chômage, on a peur, et cetera. Réfléchissez sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez pas faire, qu'est-ce que vous avez plus envie de faire, et cetera et là, f pesez le pour, le contre, faites votre listing et il y a probablement des choses qui vont ressortir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très timide, très introverti, que vous adorez la rédaction, que vous avez pris du plaisir à rédiger vos thèses, que, vous êtes très, très, très autonome, vous aimez bien travailler en solo. Enfin, je donne un exemple, un use case, un cas pratique. Bien évidemment, si vous arrivez à ce moment-là à poser des mots, à vous dire: «Bon, ben, étant donné que je suis comme ça, moi je pense que tous les métiers, relationnels, sur le terrain, long compte des gens, machin, je serais pas à l'aise, c'est pas du tout mon truc. Tiens, par contre, la rédaction, j'adore ça. Voilà, dès que tu me mets devant un truc, il faut rédiger un papier, une publication, réviser un truc. Ma thèse, je me suis éclatée. Donc ça, c'est un très bon signe. Donc déjà, vous avez capté un élément. Et de deux, bah, pareil, vous aimez bien aussi travailler seul, en autonomie. Mais bon, en même temps, vous êtes sociable, vous savez travailler en équipe. Enfin bref, je vous donne juste quelques éléments. Bien évidemment, juste à partir de ce constat-là, une fois que vous arrivez à vous connaître, vous vous dites, bon, bah, il y a tout ce panel de métiers, moi, je vais éviter. D'accord? Forcément parce que ça me confronte aux gens, peut-être parce qu'il y a du commercial et moi effectivement je suis pas du tout à l'aise avec ça. Par contre, bah, tous les métiers où il y a de la rédaction, tiens, ça pourrait être intéressant et donc là, je commence à cerner certains métiers. Alors je dis des bêtises, hein, il y a les rédacteurs médical, consultants et cetera, où je sais que j'ai de la rédaction. À côté de ça, je vais aller voir les fiches de poste, je vais creuser un peu plus et puis, bah, tout LinkedIn derrière, tout LinkedIn. C'est-à-dire qu'une fois que je regarde les fiches de poste, que j'ai repéré 2-3 métiers et qu'effectivement, en lisant les fiches de poste, ça correspond, je m'arrête pas là pour aller postuler, bien évidemment, parce que les fiches de poste ne reflètent pas forcément ce que c'est qu'une journée type, concrète et cetera. Je vais un peu plus loin et là, on passe à la next step, Alexis, qui est, bah, le réseau. Et là, clairement, contacter les gens, faire votre enquête métier, sur 2-3 métiers différents et puis là, clairement, vous y verrez beaucoup plus clair. En termes de méthodo, c'est vraiment ce que je peux conseiller à Alexis. Ouais, sur ce que tu viens de dire, hein, notamment sur la première partie, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire, je pense que c'est important, c'est aussi extrapoler à votre, vie extra-professionnelle. Prenez pas, uniquement ce que vous avez fait en thèse ou en postdoc, dans votre réflexion, mais vraiment intégrer la globalité de ce que vous faites sur une année, sur un mois, sur une journée. Peut-être que vous faites partie de clubs de sport, vous faites partie d'associations, et vous aimez bien, échanger avec des personnes, voilà, ça peut aussi vous donner des pistes de réflexion, supplémentaires. Surtout ne vous limitez pas, à la thèse. Typiquement, je sais pas moi, vous êtes dans un club de sport, vous avez mis en place un événement et vous êtes occupé de la communication et en fait, vous avez bien aimé cette partie communication et beh, peut-être que, derrière il y a des liens à faire et ça peut vous donner des pistes. Donc vraiment ne vous cantonnez pas à, votre expérience, en laboratoire, mais vraiment ouvrez ça à votre vie, votre vie complète.
Absolument, je te rejoins complètement Alexis, c'est pas en restant dans son labo avec ses pipettes à maniper jour et nuit que vous allez apprendre à vous découvrir et à vous connaître et à connaître vos limites, pas du tout. Comme tu disais Alexis, aller, pas être membre dans des associations, participer à des événements, faire partie clubs de sport pour voir si vous aimez le challenge, la pression et cetera. C'est ça, c'est toutes ces activités extra en dehors du labo qui vont faire en sorte que vous allez apprendre à vous connaître. À savoir vraiment qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce que vous aimez faire parce que, vous allez peut-être plus faire de la paillasse. Hein, donc rester avec vos pipettes au labo à maniper, c'est peut-être pas votre futur job dans le privé, à moins que vous kiffez la paillasse et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire foncez, il y a des jobs, hein, ingénieur de recherche, chercheur, scientist, vous pouvez continuer à faire de la paillasse. Par contre, les 80 autres types d'opportunités, où vous Ouais. n'êtes pas amené à maniper, là-dessus, il va falloir vous positionner. Si vous voulez plus faire de la paillasse, qu'est-ce que vous aimez faire? Et donc si vous n'avez pas testé des choses, des activités en dehors du labo, c'est là où effectivement vous allez avoir ce travail à faire de dire: «Mais OK, mais bon», et là peut-être que, voilà, vous allez avoir peut-être plus de risques de vous tromper si vous savez pas vous, à la base, ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas et si vous vous êtes pas challengé avant, en fait. Ouais, non, complètement, je te rejoins tout à fait d'ailleurs dans le en fait, sorti du labo, sorti du monde académique, avec un diplôme PhD, vous allez avoir plus d'opportunités, mais énormément beaucoup plus d'opportunités hors paillasse qu'à la paillasse. Aujourd'hui dans le privé, un docteur est pas forcément alors, encore une fois, il faut voir, mais pas forcément voué à faire des manips. Aujourd'hui, ce qui fait votre compétence, c'est pas le fait que vous êtes capable d'appliquer un protocole, c'est le fait que vous êtes capable de réfléchir sur un sujet scientifique et derrière de mettre en place un plan d'action et des manips qui vont mener à des résultats. C'est ça la compétence du docteur. Celui qui fait les manips dans le privé, ça va plutôt être un technicien, peut-être un profil ingénieur. Ça peut être un docteur, hein, encore une fois, il ne faut pas Oui. faire de généralité, mais un docteur va plutôt, votre compétence, encore une fois, hein, c'est pas faire, mais c'est voilà, réfléchir au sujet dans la Yes. globalité, comprendre les informations qui viennent des résultats des manips, et en fonction de ça, réorienter les projets, redéfinir de nouvelles manips, euh, dans l'optique, la vision que vous a donné votre Mmh. entreprise, qui peut être, je dis, enfin, pour donner des exemples, hein, si vous travaillez dans une entreprise pharmaceutique, ça va certainement être tester une molécule qui est un médicament potentiel. Mmh. Si vous travaillez pour une CRO, donc une entreprise finalement qui fait des manips pour d'autres entreprises, vous allez avoir un client derrière qui vous a donné des objectifs de résultats. Et donc, ce qu'il va falloir faire et mettre en place, c'est il va falloir délivrer un résultat au client. Donc, à ce moment-là, en tant que docteur, vous serez très probablement pas à la paillasse, mais plus en interaction avec l'équipe qui sera à la paillasse et potentiellement le client ou les personnes qui sont en contact avec le client au sein de votre organisation pour justement faire avancer le projet. Yes, plus sur de la chefferie de projet, quoi, de la gestion de projet. C'est Tout à surtout fait. beaucoup ça qu'on va attendre de vous, même si effectivement, hein, il y a des opportunités, comme tu dis Alexis, où on peut tout à fait manipuler aussi, et être à la paille, c'est aucun souci. Mais voilà, se poser les bonnes questions, c'est hyper important. Et donc, avancer Ouais. ce raisonnement, créer un projet professionnel, il y a des step by step, pas brûler les étapes. Et vraiment, on est là pour vous donner des conseils là-dessus. Alexis, peut-être, tu veux parler? Oui, sur les, quand vous posez ces questions-là, ne fermez pas de porte trop vite. Moi, dans mon exemple personnel, hein, en thèse, on m'aurait dit: «Est-ce que tu veux devenir commercial?» La réponse, elle était très claire pour moi, c'était non. C'était pas du tout un métier qui m'attirait, parce que la vision que j'avais de ce métier correspond en fait en rien à mon métier aujourd'hui. Donc attention à pas fermer de porte trop vite, ou d'ailleurs, ou l'inverse, hein, c'est-à-dire ou partir à fond sur un métier parce qu'on a une vision de ce métier-là qui en fait ne correspond pas à la réalité. Donc les deux sont vrais. Donc vraiment, ayez une démarche scientifique, vous êtes des scientifiques et faites votre propre expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse, hein. Et à côté de ça, Alexis, pour être complémentaire, attention à l'effet mode aussi. Tout Attention à à fait, l'effet ouais, ça mode. On c'est a un vrai. exemple concret au sein de Résalliance parce qu'on a une soixantaine mentorés et ça augmente, hein. Et quand on a fait un sondage sur les types d'opportunités métiers, qui attirent, forcément, les affaires médicales ressortent Ouais, énormément. Tout le monde a envie d'aller vers les affaires médicales parce que tout le monde a entendu parler du métier de MSL notamment,
qui est un super métier, hein, donc sur le terrain où tu es avec des investigateurs, où tu fais des staffs hospitaliers, machin, où effectivement tu es dans un très bon salaire, dans super conditions, enfin bref, ça fait c'est un métier qui fait rêver, hein, faut pas se mentir dans les industries pharma. Mais moi, j'en vois beaucoup trop aujourd'hui qui vont foncer parce qu'ils ont entendu ce métier, ils veulent le faire, hein. C'est tout à fait possible, hein, je dis pas le contraire, mais mais attention, parce qu'à côté de ça, vous allez peut-être passer il y a tellement d'opportunités qu'à côté de ça, vous allez peut-être vous fermer des portes. Comme disait Alexis, ne vous fermez pas des portes. Alors pour vous donner moi mon exemple personnel, justement, j'étais aussi attirée par ce métier-là, parce que c'est sur le terrain, parce que j'adore la com et le relationnel, parce qu'on est toujours dans la science, parce qu'on travaille sur nerfs thérapeutiques, parce que machin, machin. Donc j'ai passé un an et demi à créer mon réseau autour de ça. C'est pour ça que mon réseau actuel est pas mal orienté autour des affaires médicales. Enfin, je connais beaucoup de monde dans le domaine. Et pour finalement finir dans une petite start-up, Alexis, hein, je visais la grosse industrie pharma et un jour, ben, mon boss actuel me contacte, me dit qu'il a une ouverture de poste. Je discute avec lui, ben, il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu et au final, j'ai pas fini dans une industrie pharma, j'ai fini dans une petite start-up avec une ambiance hyper familiale, avec de super challenges, avec plein de tâches, de missions différentes et je m'éclate aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, 1, n'ayez pas des stéréotypes en tête, déjà en thèse en disant: «Commercial, je ne veux pas faire, ça je ne veux pas faire, ça je ne peux pas faire» et 2, attention à l'effet mode de gens qui vous disent: «Ah il faut absolument que tu fasses ça, c'est trop bien, machin truc». Faites-vous votre propre opinion et comme disait Alexis, nous sommes des chercheurs, restez curieux, ayez une vision de 360 degrés, posez-vous les bonnes questions sur vous-même. Qu'est-ce que moi j'aimerais faire? Qu'est-ce qui existe comme opportunité? Et avant de barrer des jobs et dire je ne veux pas le faire, allez déjà voir ce que c'est que ce job-là, allez déjà discuter avec les gens qui font ce job-là. Moi, je trouve que ça serait une super démarche et une démarche qui est bien scientifique de dire je vais quand même vérifier avant d'éliminer des opportunités qui pourraient complètement nous satisfaire, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus des affaires médicales et tout ce qui est MSL, je pense que tous les métiers qui tournent autour de la communication scientifique, il y a un vrai effet de mode en fait. Et souvent, des fois, c'est par méconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on se redirige vers ces métiers-là parce qu'on a entendu parler, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a de possible également. Et on se dit, bah écoutez, oui, pourquoi pas, et allons là-dedans. Donc, et posez-vous également la question de l'opportunité en fait. Quels sont les réels débouchés possibles? Euh, Est-ce que le secteur dans lequel je me lance, vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous en tout cas, qui êtes actuellement en laboratoire de recherche académique, si vous vous lancez postuler sur des postes de maître de conférence, par exemple, ou de chargé de recherche, INSERM, CNRS, vous savez que ça va être très compliqué. Vous savez que ça va être très compliqué parce qu'il y a notamment peu d'offres, mais beaucoup de demandes. Donc, quand vous allez postuler, vous allez avoir un nombre de candidats en face de vous qui va être très important. Vous l'avez cette information, vous le savez. Et des fois, c'est ce qui aussi pousse à faire d'autres choix parce qu'on sait que ça va être très compliqué d'aller dans ce genre de métier. Mais posez-vous également cette même question sur n'importe quel autre métier. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la tendance du marché par rapport à ce métier-là? Les affaires médicales, est-ce que ça recrute? Est-ce que ça recrute pas? Est-ce que c'est un métier qui est en croissance, en décroissance? Quand il y a un poste d'ouvert, il y a combien de personnes qui postulent? Les personnes qui postulent, est-ce que ce sont des PhD? Est-ce que ce sont des médecins? Est-ce que ce sont des pharmaciens? Posez-vous toutes ces questions-là. Si vous décidez d'y aller, ok, il n'y a pas de problème, allez-y à fond. Vous savez que ça va être compliqué, mais vous le savez. Mais surtout, ne vous lancez pas bien en tête dans une poursuite de carrière sans vous être posé ces questions-là. Et finalement, au bout de 6 mois, vous dire, ben non, en fait, ça fait 6 mois que je postule, il se passe rien, je décroche aucun entretien, parce qu'en fait, le métier, il est complètement bouché, quoi. Ou il est peut-être en déclin et il y a peut-être aussi peu de postes qui réellement s'ouvrent. Un Oui, dernier Asia, conseil, tu voulais. Alexis, hein, je te rejoins complètement. Un dernier conseil que j'aurais à donner, moi, quelque chose que j'aimerais expliquer. Il y a d'une part la recherche académique où on n'a pas 36 000 solutions, hein. En recherche académique, on fait métier de chercheur, de maître de compte, de professeur. On a limite une ligne droite, une carrière à tracer et puis basta. Heu, Contrairement à ça, vous avez le privé.
Et dans le privé, faut s'attendre à plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément alors vous pouvez faire une carrière, ligne droite, hein, être consultant toute votre vie, être MSL toute votre vie, être, ARC toute votre vie, c'est pas le problème. Mais dans la plupart des cas, quand vous recherchez et vous discutez avec les profils, écoutez nos interviews, regardez les profils sur LinkedIn, vous verrez qu'il y a des gens qui ont fait d'abord un poste, qui ont monté en compétences sur un poste et ensuite ils sont partis faire carrément autre chose et ensuite ils ont décidé qu'un jour ils voulaient faire ça et ils ont changé et ensuite ils ont voulu peut-être monter leur propre business et voilà et c'est ça qui est génial aussi dans le privé, cette opportunité, c'est multiples challenges, c'est tout est possible, vous pouvez changer, vous pouvez prendre des virages si à un moment donné ça vous dit, vous êtes libre de ça en fait, c'est ça qui est génial. Je dis ça, j'ai 2 exemples en tête que j'ai rencontrés récemment, un juste hier qui me disait qu'il avait fait consultant en recherche financement de l'innovation et qu'aujourd'hui il est chercheur dans le privé, tu vois? Donc il est passé d'un job de consultant à un job, dans la R&D et une il y a pas très, très longtemps avec qui j'ai discuté qui me dit qu'elle est passée d'un job, alors directeur d'études, une sorte de chef de projet également et actuellement elle est MSL. Donc en fait, tout est possible. Il y a aussi ce côté, il faut se dire effectivement pour un premier poste Alexis, c'est pas simple. Il y a toujours, voilà, il faut sortir, il faut connaître les codes, on n'a pas d'expérience, on est junior, machin. Donc il y a aussi ce côté, ne pas se fermer les portes et puis regarder finalement dans une opportunité, si effectivement ça coche pas mal de cases, dites-vous surtout: «Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre?» Quelles compétences je vais pouvoir acquérir de cette opportunité? Comment je vais grandir, sur ce job? Et ensuite, ben, 2-3 ans, rien ne vous empêche ensuite de switcher, vers autre chose ou vers, le premier métier auquel vous aviez en tête au départ. Plus important, mettre un premier pied dans le privé, bien sûr, choisir l'opportunité pour pas se tromper et que ça puisse cocher certaines cases et puis que vous puissiez en sortir grandi avec de nouvelles compétences et ensuite franchement, votre carrière, vous pouvez la tracer, la vie, elle est devant vous, c'est à vous de choisir, de vous laisser guider par vos instincts, vos envies et par le fait de prendre plaisir surtout, ça c'est à mon avis, quelque chose d'hyper important. Je te rejoins tout à fait, hein. Une carrière, ça se construit. Aujourd'hui, dans le privé, alors ce sera possible, mais je pense que enfin, très, très peu de gens auront le même métier à vie. Euh, enfin, enfin, auront une première embauche, ensuite réaliseront le même métier toute leur vie. On le voit bien dans le privé, les gens évoluent, les gens au sein d'une même entreprise peuvent aller sur différents postes. Les gens peuvent également changer d'entreprise, hein, voilà, parce qu'on a envie de nouveaux challenges, parce qu'on a envie de développer ou de creuser un nouveau secteur d'activité. Donc c'est vrai que, en tout cas, le choix s'offre et la mobilité est quand même plus simple que lorsqu'on est chargé de recherche, par exemple, attaché à une équipe où la mobilité ou la possibilité de changer ou d'évoluer est quand même moins. Et c'est moins souple, quoi. Voilà. Ouais. Également en termes de liberté géographique, hein, voilà, demain, vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien aller habiter dans le sud de la France. Bah, il suffit de trouver une boîte sur un job qui vous intéresse, qui recrute, vous faire embaucher, il n'y a plus qu'à déménager et commencer sa nouvelle vie. Donc c'est vrai que et également à l'international, hein, sur des postes ailleurs qu'en France. Donc c'est vrai que ça laisse quand même une liberté plus grande, en tout cas, je pense, par rapport à une carrière académique. Si on parle peut-être de manière plus concrète, hein, je pense que aujourd'hui, finalement, il y a quoi? Il doit y avoir 4-5 grandes possibilités dans le privé après, avec un PhD en poste. Bon, il y a bien évidemment tous les métiers de la R&D, on va pas en parler, vous les connaissez. Il va y avoir tout ce qui va être autour du marketing. Donc, bah, une entreprise, hein, qui travaille dans le domaine du life science, par exemple, et qui souhaite promouvoir un produit, un service, a besoin de personnes qui soient capables de comprendre ce produit et Yes. ce service pour comprendre aussi les attentes clients et forcément faire du marketing pertinent. Il y a bien évidemment tous les métiers de la vente, hein, commerciale. Aujourd'hui, une entreprise, hein, la base d'une boîte, c'est vendre, hein. Une boîte qui ne vend pas, c'est une boîte qui, à terme, va mettre la clé sur la porte, donc sous la porte, pardon. Donc, la partie vente et commerciale peut des fois paraître péjoratif, hein, mais c'est essentiel dans le monde du privé. Vendre, encore une fois, une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui licencie et Mmh. qui ferme. Et ensuite, il y a tous les métiers, on va dire, du service, qui peut être tout ce qui peut être support technique, par exemple, tous les métiers autour d'ingénieurs d'application, ingénieurs, toutes ces personnes qui, lorsque vous achetez par exemple une grosse instrumentation, vont venir
soit avant la vente, faire des démonstrations chez Mmh. les clients ou après la démo, après l'achat pardon, de l'équipement, qui vont venir installer l'équipement et former les futurs utilisateurs. Donc voilà, tous ces métiers également du service qui ne sont pas de la vente à proprement parler, hein. Euh, mais voilà, où il y a aussi besoin de compétences scientifiques. Ça peut être aussi du service technique, hein, quand vous avez un problème sur un produit que vous avez acheté et que vous avez besoin d'en discuter du protocole, mais vraiment du protocole de manière très précise. Ben, toutes les entreprises ont un support technique. Pour beaucoup d'entre eux, c'est des PhD, des personnes qui savent de quoi elles parlent de manière technique et scientifique et qui vont vraiment pouvoir aller dans le détail dans le détail de la manip. Puis après, il y a tous les métiers. Alors là, celui-là, je ne sais pas trop comment les classer, mais comme ce que fait Delphine, hein, tout ce qui va être autour du conseil. Yes. Alors Delphine, conseiller en financement de Mmh. l'innovation. Euh, voilà, ce sont également des possibilités. Yes, yes et puis je rajouterais en plus, bah, les métiers de la recherche clinique également, hein, qui paient Oui, pas mal, donc tout ce qui est attaché de recherche clinique, coordinateur de recherche clinique, chef de projet clinique, dans les affaires, réglementaires également, en industrie pharma, tous les métiers de MSL, de medical advisor, de rédacteur médical, enfin voilà, il y a plein d'opportunités, également. Donc voilà, donc déjà un bon panel et puis après il y a l'entrepreneuriat aussi, faut pas l'oublier, hein, les gens qui veulent monter leur propre business aussi, ça reste des opportunités également. ouais. En Alors ça, retour, je suis entièrement, pardon, excuse-moi, je te coupe, Atia. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que l'entrepreneuriat en sortie d'études, c'est peut-être, alors en fonction de votre situation, hein, ça convient pas à tout le monde, mais c'est peut-être le moment de la vie où on a le moins risqué entre guillemets. Encore une fois, je fais pas de, ça va dépendre de la situation de chacun. Mais si plus tard dans la vie vous souhaitez entreprendre et que vous commencez à avoir des enfants, à être marié, à avoir un crédit pour une maison, pour une voiture, des charges qui tombent tous les mois, mmh, des... ça devient beaucoup plus compliqué de prendre des risques euh, que lorsqu'on a entre guillemets rien à perdre. Et finalement, des fois, la partie sortie d'études, encore une fois, je ne fais pas de généralité, ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est peut-être le meilleur moment des fois pour se lancer, pour se lancer. euh, si on a une idée. Et dans tous les cas, encore une fois, alors c'est vrai qu'en France, on voit, enfin, ce qui fonctionne pas, on le voit comme un échec, hein, et souvent on peut être jugé par d'autres personnes. Alors moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Au contraire, je pense que prendre des risques, c'est tout à votre honneur. Et dans tous les cas, ce sont des nouvelles compétences que vous allez développer qui seront clairement valorisables. Et c'est pas parce que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat que vous allez rester toute votre vie entrepreneur. Rien ne vous empêche, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, Absolument. 5 ans, de redevenir ou de devenir salarié d'une entreprise et avec toutes ces compétences-là en plus que vous aurez développées. Donc effectivement, l'entrepreneuriat, tu fais bien de le souligner. Bien sûr. Bah Super. écoute, Asia, je Bon. pense qu'on a pas mal Ouais, fait non, c'est un le sujet tour. hyper, hyper intéressant. On voudrait encore en parler, mais encore une fois, si vous avez des questions, vous savez où venir, nous trouver, hein. Notre adresse email, nos LinkedIn, lien Telegram aussi, hein, Alexis. Donc venez discuter avec nous, venez échanger avec nous, voilà. Après, venez rentrer dans nos programmes de mentoring, coaching, enfin voilà, on est là vraiment pour vous accompagner, dans votre transition de la recherche académique vers le privé et on continuera Alexis, hein, on a encore de beaux projets à venir, Oui, donc restez connectés. ouais, non, oui. Et juste pour revenir à tout ce qu'on a dit, effectivement, l'éventail des possibles, comme vous l'avez vu, il est hyper large dans le privé. Euh, Ce qui est bien, parce que du coup, ça laisse plein d'opportunités, mais ce qui peut aussi donner le sentiment d'être perdu, en fait, parce qu'on sait pas quoi faire. Et souvent, on avait commencé en thèse en disant, ben, je vais finir chercheur, la ligne était tout droite, c'était simple. Et là, en fait, on se retrouve à ouvrir une porte qui, derrière, ouvrir sur un champ des possibles qui est énorme. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est l'organisation qui va faire la différence. Essayez pas de foncer sur tout, faites des choix. Voilà, il va falloir faire des choix. Quand vous avez commencé votre thèse, la question scientifique, elle est immense. Vous n'avez pas couru dans tous les sens. Vous êtes organisé et vous êtes allé petit à petit, vous êtes avancé petit à petit. Je pense que ayez exactement la même approche pour votre recherche d'emploi. Absolument.
Eh bien, on va conclure Yes, il faut. sur ce point. Merci encore à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nous, on revient très certainement la semaine prochaine pour un nouvel Yes. épisode du podcast. En attendant, n'hésitez pas. Ah ouais, non, si, très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'allais le dire, Alexis, mais Mais j'ai dit: «Tu vas le dire». c'est Ça a incroyable. été Ah là 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 là, Il y a pas non, de n'hésitez pas, hein, il y a pas de on n'hésitez va pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. abonnez-vous Ouais. les guys. Ça, c'est un premier réflexe de survie que vous devez avoir. En thèse, postdoc, partout. Cette chaîne, elle existe, elle existait pas il y a encore 2 ans. On en rêvait. Enfin, moi, quand j'étais sur YouTube, je cherchais des témoignages. Aujourd'hui, vous en avez quoi? Combien, Alexis? Combien, Alexis? On en a plusieurs dizaines. Là, on Ah attend oui, combien de trentaine, témoignages, plus. visiodocs. C'est énorme le contenu et tous les gens nous disent, hein: «Si j'avais ça, moi, quand j'étais en thèse, si j'avais ça, quand j'étais en postdoc». C'est hyper précieux. On l'a, ils sont. Il y a des lives aussi. Venez vous inscrire au live, posez vos questions directement aux intervenants. On va avoir prochainement une interview. Alors, je vais annoncer la date sur LinkedIn. Suivez bien vers fin mai. Ça va vite arriver. Super interview d'une medical advisor qui est passée par le métier d'MSL. On commence à croiser, vous montrer aussi des profils un peu complexes pour justement vous montrer que ça n'existe pas la ligne tout droite dans le privé, qu'il y a plein d'opportunités possibles. Donc voilà. Restez connectés, abonnez-vous, continuez à nous suivre et voilà, voilà, tout simplement. Voilà, donc le call to action, abonnez-vous et parlez-en autour de vous, à Yes. votre collègue doctorant ou postdoctorant à votre droite ou à votre gauche dans l'open space. Très important. Et je redis ce qu'a dit Alexis tout à l'heure, si vous avez des événements scientifiques, des journées scientifiques, des écoles docs, si vous faites des tables rondes sur tout ce qui concerne l'après-thèse, dans le privé, les opportunités, il faut penser résilience, ça c'est le gros réflexe à avoir. Et franchement, on est hyper ouvert parce que nous, on adore ça, venir à votre rencontre et vous challenger. Eh ben allez, on termine ce podcast sur ça. Merci beaucoup Asia, merci Merci beaucoup Alexis. à vous de nous avoir écoutés et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rezaïn. Ah, Ciao! ciao!